santé, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins du Burkina, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le président du comité d'éthique pour la santé, Messieurs les directeurs et anciens doyens des écoles de médecine, Messieurs les directeurs généraux des CHU de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs les professeurs et enseignants du monde scientifique, chers conférenciers, distingués invités, distinguées personnalités, chers participants et participants, Mesdames et Messieurs, ce matin, nous sommes à la joie de vous accueillir dans cette salle de conférence, le cadre est joyeux enchanteur, très climatisé et ça c'est très bien, l'oxygène c'est très bon pour les bureaux. Alors, je pense que nous allons passer de très bons moments ensemble et nous vous souhaitons la bienvenue. Un des premiers points fondateurs de la déontologie, c'est le secret médical. Et donc, il faut voir que cette histoire remonte de très loin. Dans l'Antiquité grecque, Apollon a eu des relations avec une jeune femme qui s'appelait Coronis. Il y a eu un enfant, mais il y a un corbeau qui est allé raconter que cette jeune femme n'était pas fidèle à Apollon. Alors il l'a tuée. Vous voyez que déjà il y a eu la délation et que ça a eu des conséquences extrêmement négligeables. Enfin, défavorables. Mais l'enfant est né par césarienne. Cet enfant, il s'appelle Escula. Parce que bien sûr, les Grecs. Et vous remarquez, voilà, avec son bâton et le serpent. Et ce serpent, ce bâton est devenu le symbole de la médecine. Il y a un autre dieu là, qui est Mercure, Hermès, avec un autre type de caducée. Ça, c'est le caducée des commerçants et des avocats. C'est pas droit. Dans certains pays, notamment les États-Unis, ils utilisent ce symbole. C'est pas bon. Hein? La médecine est celui-là. Et cet homme, par ce très haut Dieu, a eu des filles. Alors, hygiène, hygiène, panacée, le médicament universel, des fils qui se sont illustrés comme médecins et chirurgiens pendant la guerre de Troie, premier militaire, et puis eux-mêmes ont une descendance. Cette descendance étant appelée les Asclépiades, qui est retenue. Mais celui-là était un très bon réanimateur. Il a ressuscité des gens, c'est-à-dire que le dieu des enfers s'est plaint auprès de Zeus, il a été foudroyé. Mais les Grecs lui ont rendu hommage et à l'époque, ben, vous voyez, on rendait aux médecins un culte, peut-être comme maintenant, ici en France, ce n'est pas toujours le cas. Et les Asclépiades, les médecins de l'époque, étaient les fils d'autres Asclépiades. Et la transmission se faisait exclusivement par filiation. Jusqu'à un dénommé Hippocrate, qui était lui-même Asclépiade, qui était la 17e génération. Donc jusque-là, c'est bien évidemment des histoires, hein, c'est une mythologie. Et en revanche, lui, Hippocrate, on sait qu'il a vécu. On a le témoignage notamment de Platon. Et la grande caractéristique, c'est qu'il a mis de la logique dans la médecine et surtout, il l'a enseigné à d'autres, des enfants d'Asclépiade. On a d'autres rémunérations. Et ça veut dire qu'on a remplacé à ce moment-là la transmission par filiation par une transmission par la connaissance. Et le serment d'Hippocrate était ce qui faisait, de ce qui rendait médecin celui qui avait suivi l'enseignement d'Hippocrate. Je crois que être médecin, ce n'est pas seulement avoir appris des techniques d'un maître, c'est aussi s'engager par serment à un certain nombre de valeurs morales
Et parmi celles-ci, il y aura la partie qui concerne le secret, à savoir tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens. Si ça ne doit pas être répété au dehors, je le tairai, estimant que ces choses-là ont droit au secret du mystère. On voit que ce secret est quelque chose d'extrêmement fort, de quasi religieux. C'était il y a 500 avant notre ère, et ça a été utilisé dans une autre version au moment où on donne le diplôme de docteur en médecine à la faculté de médecine de Montpellier, à partir du début du XIXe siècle, en remplacement du serment qui était fait antérieurement à l'autorité qui donnait les diplômes avant la Révolution française, à savoir le clergé. C'était avant l'évêque qui donnait les diplômes. À la Révolution française, tout ça a été supprimé. On a supprimé l'université, supprimé toutes les associations de type religieux. Et ne sachant pas quel cérémonial utiliser, on est revenu au serment d'Hippocrate. Et c'était limité à la faculté de Montpellier jusqu'à pratiquement l'après la Seconde Guerre mondiale, où ça s'est généralisé. Et maintenant, en France, le médecin prête serment sur l'ensemble des choses. Et pour ce qui est du secret médical, c'est admis dans l'intimité des personnes. Je tairai les secrets qui me seront confiés et reçus à l'intérieur des maisons. Je respecterai le secret des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Simplement, si ce serment a une forte valeur morale, il est consubstantiel de notre activité médicale, notre identité médicale, il n'a pas de valeur juridique. Le secret est arrivé par les textes officiels par d'autres voies. Ça, c'était l'Antiquité. Maintenant, je passe un petit peu de temps. L'Ancien Régime, Henri IV, en 1600, est promulgué un texte qui fixe les règles de la faculté de médecine. Alors bon, c'est en latin. Quelques remarques. Les médecins vivent en bonne intelligence. Quelque chose que vous faites tous, là, dans toute société médicale. Les plus jeunes se lèvent devant les anciens. Et les anciens sont polis, bienveillants à l'égard des plus jeunes. Pour les secrets, le secret, c'est les secrets des malades, les choses vues, entendues, comprises, que nul ne les vivait. On voit que c'est plus large que ce qui était dans le serment d'Hippocrate. Vous avez peut-être remarqué que dans le serment d'Hippocrate, il dit si ça ne doit pas être dit, il ne faut pas le dire. Il n'y a pas de définition de ce qu'on doit pas dire. C'est à chacun de l'imaginer. Alors on pense que c'est des choses honteuses qu'on va dire. Là, c'est vous ne direz rien de ce que vous avez vu, de ce que vous avez compris. Il n'y a pas besoin que le secret soit confié. Sauf que, là encore, qu'est-ce que ça a une valeur morale, mais qui est chargé de faire respecter ça? Les doyens de l'époque, mais sans vraiment possibilité de gêner la carrière des personnes. Quant au pouvoir royal, il pouvait s'y opposer. Vous voyez ici, il y a un édit Louis XIV qui oblige de déclarer le blessé à la police. Alors, en gros, c'était l'époque où les gens se battaient entre elles pour un oui, pour un non. Ça a été interdit parce qu'il y avait beaucoup de morts. Et il était demandé là, de dénoncer tous ceux qui s'étaient battus pour condamner. Et qu'en est-il du médecin appelé à témoigner devant la justice?
eh bien, à cette époque-là, il n'y avait pas d'obligation de secret. Mais on voit que les seules personnes qui n'étaient pas obligées de déclarer, de déposer devant la justice étaient le confesseur, c'est un homme essentiellement catholique, et l'avocat qui était le défenseur de la personne mise en cause. Vous voyez ce que dit Potier dans les années qui ont juste précédé la Révolution française, toute autre confidence ne doit pas, je crois, excuser de déposer. Et puis, est arrivé en 1810 le code pénal, le premier code pénal en France, et il va mettre à côté d'une infraction qui est la diffamation, dans le même chapitre, c'est appelé, numéro 378 à l'époque, les médecins, qui sont clairement nommés, chirurgiens et autres officiers de santé, je reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'officier de santé, c'est-à-dire des gens qui exercent des fonctions dans la santé, mais qui n'ont pas le diplôme de docteur en médecine, pharmacien, sage-femme, etc. Et toute autre personne dépositaire par état ou profession des secrets qu'on leur confie, et en dehors des cas où c'est permis, s'ils l'ont fait, eh bien, ils sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à 6 mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs de l'époque. Et des francs pauvres. Et vous voyez que dans la liste qui avait été faite, le commentaire, c'est toute autre personne dépositaire par état ou profession des secrets, c'est les confesseurs et les avocats. Donc, dans l'ancien système, seuls les confesseurs et les avocats pouvaient ne pas déposer devant un tribunal. Là, on interdit clairement aux médecins dans le domaine de ce qui leur a été confié du fait de leur activité professionnelle. Et s'ils dévoilent quelque chose, un secret qui leur a été confié, là, ils peuvent aller en prison ou devoir payer une amende assez importante pour l'État. Bon, cela dit, ça n'a pas été beaucoup utilisé parce qu'il fallait que cette révélation ait un caractère infamant. La première condamnation, c'est les fins 84, 70 ans après, un peintre qui s'appelait Bastien Lepage décède, et dans la presse, il est dit que le médecin qui l'a soigné a fait ce qu'il fallait. Le lendemain, il écrit: mais si, on a fait ce qu'il fallait, il avait un cancer du testicule, on l'a castré, et c'est pas grave. Ah, les magistrats, ça ne leur a pas plu qu'on puisse révéler qu'on pouvait être castré. Et donc la famille n'a rien dit, mais le médecin a été poursuivi et condamné. Et il a dit, mais c'est parce que vous voulez faire taire les bruits comme quoi c'était une maladie vénérienne qu'il avait eu dans ces endroits-là. Donc j'ai voulu rétablir, bien faire pour rétablir la vérité. Mais il a été condamné en appel et en cassation, avec la notion que ce secret médical, il est général et absolu. Et il n'y a pas besoin que le médecin ait l'intention de nuire pour qu'il soit condamné, il suffit qu'il l'ait fait. Cela dit, il n'y a pas beaucoup d'affaires. Vous voyez que cet article est resté pratiquement inchangé jusqu'en 1994. Il a eu la vie, sauf des ajustements du fait de modification de la loi sur l'interruption de grossesse, et puis le montant des amendes avec les modifications de la valeur patrimoniale. Mais vous voyez que là, il y a à peu près 5, plus ou moins 3 affaires par an, ce qui est
très très faible par rapport à l'activité médicale. Parce que, quelque part, il fallait qu'il y ait un véritable préjudice pour le patient pour qu'il cherche à obtenir cette condamnation. En revanche, il y a une forte utilisation de cette notion de secret médical pour interdire aux médecins de déposer en justice. Je vais prendre un exemple encore au XIXe siècle. C'est une femme qui veut obtenir le divorce parce que son mari est infidèle et elle veut apporter comme preuve de cette infidélité la maladie vénérienne dont le médecin l'a traitée en disant que, au XIXe siècle, seul son mari a pu le contaminer avec cette maladie-là. Eh bien, le médecin a refusé de déposer et la Cour lui a donné raison, même si la patiente lui demandait de déposer et de révéler la maladie dont elle était atteinte. Le médecin, détenu par le secret médical, il ne pouvait pas dire, même si la patiente le lui demandait, elle ne pouvait pas dire ce dont elle était capable. On dirait que ce n'était pas juste pour ces femmes. La question n'est pas là, c'est le secret médical général et absolu. Point. Ça, au moins, c'est simplifié. Je dis que c'est jusqu'en 1994, et puis là, a été fait le nouveau code pénal, ça peut être un nouveau, c'est celui qui est en cours, et l'article 226-13 va reprendre ces éléments, mais avec quelques petites modifications. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui a été dépositaire, soit apparaîtra profession, fonction ou mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Il faut comprendre que le code pénal du Burkina Faso est assez proche dans ses termes de cette façon de l'exprimer. Par rapport au précédent, on voit que, premièrement, la médecine n'est plus explicitement citée. Ça a une valeur beaucoup plus générale. Et il faut comprendre pourquoi. À l'époque de 1810, la médecine émergeait et il fallait bien préciser qu'il n'y avait pas que les confesseurs et les avocats qui étaient soumis à un secret, mais qu'il y avait également les médecins. Là, le temps a passé, c'est devenu une évidence. Et nous savons, il n'y a pas eux, qu'il y a aussi ceux qui vont, de par leur fonction, être au courant. Par exemple, il y a un secrétaire médical qui sait ce qu'il y a dans le dossier et est également tenu au secret. Ça ne délivre pas le médecin de son secret, ça l'élargit à d'autres catégories professionnelles. Deuxième élément, il n'y a pas seulement, comme avant, un secret confié. Le médecin ne doit pas dire le secret qui lui est confié. Il y a de nouveau, comme à l'époque d'Henri IV, tout ce qu'il en a également compris. Autrement dit, le diagnostic. Parce que le diagnostic n'est pas confié par le patient. Le diagnostic, c'est le médecin qui l'élabore. Il est hors de question de le révéler. En gros, si je vais extrêmement simple, auparavant, le patient qui disait à son médecin, voilà, j'ai des relations extra-conjugales que la morale réprouve, mais que la réalité rend belle, eh bien, on pensait à ça. Ou bien, il m'arrive d'utiliser, de fumer des choses qui ne sont pas rentrées par les bureaux de tabac. Eh bien, il y a révélation, il y a un secret qui est confié, et c'était ça qu'on avait en tête. Le médecin qui a entendu ça, on l'a confié, il ne doit pas le dire.
Mais il n'y a rien sur le diagnostic. Et bien là, maintenant, c'est bien l'ensemble de ce que le médecin a également compris qui doit être soumis au secret. Mais pour autant, il y a assez peu de condamnation de médecins au pénal à ce motif. Simplement, c'est utilisé, dans cette fois-ci civile, parce que si, on a un exemple, une compagnie d'assurance est informée, par exemple, un médecin, que tel patient a fait une fausse déclaration, si il a obtenu cette information en violation du secret médical, cette pièce est nulle. Et à ce moment-là, le médecin peut être condamné, non pas au pénal, mais à devoir verser la somme qui était prévue par l'assurance. Autrement dit, il est attaqué, non pas en étant mis en prison, mais au porte-monnaie. Ça, c'est le secret, il est interdit de révéler. Mais comme toujours dans la loi, ce qui est autorisé peut être interdit dans un autre article. Et donc, schématiquement, il est interdit de révéler ce que le médecin a compris, sauf les cas prévus par la loi. Étant entendu que ce qu'une loi fait, seul un autre article de loi peut défaire ou en tout cas limiter. Et donc il y a des cas où la loi impose une révélation. Alors, la déclaration de naissance, il n'y a personne d'autre, les certificats de décès, entendu qu'il y a une zone avec le nom du patient pour pouvoir enterrer le défunt, et une autre zone qui comporte des renseignements d'ordre médicaux, mais qui, cette fois-ci, ne comportent pas le nom de la personne qui sont utilisés pour les statistiques de santé publique. La déclaration de certaines maladies, des certificats d'internement en hôpital psychiatrique, et là, il n'y a pas le diagnostic. En revanche, on est bien obligé de mettre le nom et les symptômes qui motivent cet internement. Sinon, ça peut être considéré comme abusif. Et puis, les certificats d'accident de travail, évidemment, pas ceux d'arrêt de travail. Là, le médecin qui ne ferait pas cette révélation, eh bien, est en contradiction avec la loi. Et il y a d'autres cas où la loi autorise la révélation, ce qui veut dire que si le médecin révèle un de ces éléments, il ne peut pas avoir de sanction ordinale, et encore moins de sanction pénale, et il peut aussi, en fonction de son appréciation, ne pas révéler ce secret. C'est soumis à son appréciation et il est libre de faire ou de ne pas faire. C'est l'information aux autorités du caractère dangereux d'un patient qui détient une arme ou manifestant l'intention dans laquelle une. On voit que quelque part, ça a à voir avec la psychiatrie, mais il n'y a pas que les maladies mentales qui font qu'il y ait des gens qui possèdent des armes. Le signalement au procureur de sévices faisant présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques. La communication d'informations préoccupantes concernant les enfants, et il y a des cellules justement de déclaration d'informations préoccupantes aux enfants, et on envoie des services sociaux enquêtés. Déclaration au procureur que la personne soignée ne peut pas pouvoir seule à ses intérêts, c'est en vue de pouvoir la mettre sous tutelle ou curatelle, plutôt tutelle. Et enfin, au sein des hôpitaux, pour pouvoir
payer les hôpitaux, il faut fournir quand même quelques informations sur les actes qui ont été faits, qui sont communiqués à un médecin responsable de l'informatique médicale, et si on communique ces informations à ce médecin, on n'est pas dans la révélation d'un secret médical. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, mais on va trouver d'autres endroits dans la loi avec des exceptions au secret médical, mais seule une loi peut introduire cette exception. Si ce n'est pas dans la loi, eh bien, on est dans le cadre général, c'est-à-dire celui du secret médical. Vous avez un exemple qui est passé dans le Conseil d'État. Le gouvernement, le ministère du Fisc a voulu rendre obligatoire la déclaration du nombre des patients qui sont dans un cabinet médical. De toute façon, on va voir si les médecins payent bien leurs impôts. Et le Conseil de l'Ordre a attaqué le gouvernement devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a donné raison au Conseil de l'Ordre. Attention, c'est un décret du gouvernement qui demandait le nom des patients vus par un médecin. Or, le décret d'un gouvernement ne permet pas de déroger le secret médical, ce n'est pas une loi. Il y a une hiérarchie juridique du texte, et pour modifier un décret, il faut un décret, mais pour modifier une loi, il faut une loi. Un décret ne peut pas modifier une loi. Il n'y a pas que dans le code pénal, il y a aussi dans d'autres parties de cette loi, c'est dans le code de la santé publique, qu'on va trouver toute personne prise en charge par un professionnel de santé, établissement, etc., a droit au respect de sa liberté et du secret des informations concernant. On voit bien qu'il y a de nouveau ces deux aspects-là, la vie privée, voilà ce que je fume, voilà avec qui sont de relation, c'est la vie privée, c'est un type de secret, et les informations le concernant, il a un cancer, il a une pathologie VIH, etc. Et bien, l'un comme l'autre sont sur le secret. Autre élément dans le code de la santé publique, c'est ce code, le secret peut être partagé. Il peut être partagé entre médecins qui participent au traitement. Bon, on partage les informations avec le chirurgien, avec le médecin traitant. Et les infirmières. Ça fait bien du service, ça fait très bien de quoi est atteint le patient. Tout ça est parfaitement autorisé à partir du moment où les personnes dont on parle exercent leur fonction pour le soin du patient.